Bien, bonjour à tous, chers élèves de 3e. Ici, voici ce qu'on a finalement fini par dénicher dans des fouilles dans les années 1920 en Irak. Il y a eu énormément de fouilles tout à fait légales et puis les objets terminés finalement sur des marchés d'antiquaires, etc. Ceci est une merveille en fait, qui s'est par hasard effectivement retrouvé sur un marché d'antiquités. C'est un éditorialiste new-yorkais, M. Plimpton, en fait, qui l'a racheté et qui l'a légué à sa mort en 1930 à l'université de Columbia. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la tablette Plimpton, du nom de l'éditeur new-yorkais qui l'a donc légué à l'université, 322, parce qu'il les collectionnait. Il adorait tout ce qui était tablettes d'archéologie, etc., gravures cunéiformes de toute cette région de l'Irak. Là on est dans les années moins 1700, moins 1800. Elle a été datée dans ces eaux-là. Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? C'est la première manifestation qu'on ait sur Terre du théorème de Pythagore. Voilà, forcément, je vais y revenir dessus, les fameux triplets. C'est plus ou moins ce qui est inscrit sur la tablette, évidemment dans une écriture beaucoup plus ancienne, etc. Alors on parle du théorème de Pythagore, Pythagore le voilà. Il faut savoir que c'est pas lui qui a démontré pour la première fois le théorème. Alors pourquoi est-ce qu'on a nommé ce théorème? En fait, c'est bien plus tard, fin du Moyen-Âge, qu'on a finalement nommé la relation de Pythagore, théorème de Pythagore, parce que lui, avec ses disciples, il a créé une sorte d'école de logique, de mathématiques, de musique, de philosophie, de politique. Il faisait énormément de choses et ça en est presque devenu une secte tellement il était obsédé par ce théorème et la relation des carrés qui va avec. Donc il a énormément construit de choses autour et il est devenu extrêmement célèbre à cause de cette relation. Mais c'est pas lui qui l'a découverte, puisqu'on vient de le voir, les Babyloniens, les Mésopotamiens la connaissaient déjà depuis moins 1800 avant Jésus-Christ. Voilà. Ici Pythagore, on est en 580 avant Jésus-Christ. Et en fait, le premier qui démontre réellement le théorème de Pythagore, qui explique pourquoi ça fonctionne chaque fois, de façon, je vais dire, absolument irréfutable, vous le connaissez bien, c'est Euclide. Donc Euclide, on est en moins 300 avant Jésus-Christ, donc effectivement, il vient après Pythagore, et lui, en fait, notamment dans ses éléments, Euclide, vous le connaissez déjà pas mal, la division euclidienne, etc., l'algorithme d'Euclide. Euclide, lui, c'est la plus ancienne démonstration qu'on ait du théorème de Pythagore, c'est signé de sa main. Voilà. On va voir justement après que un monsieur en a recensé plus de 370 différentes dans le monde de ce théorème, mais la première, c'est à Euclide qu'on la doit. Justement, donc, dans les différentes démonstrations, il y en a de différents styles. Vous avez même un président américain, M. Garfield, en fait, qui... Non, attendez. Oui, voilà, ce Garfield-là, pardon. Donc, un président américain, M. Garfield, qui a carrément lui aussi proposé, et elle a été validée d'ailleurs, une des 370 démonstrations qui sont toutes regroupées dans un bouquin qui a eu le courage, enfin plutôt la passion, parce que c'est vraiment de la passion, donc d'écrire ce monsieur. Donc c'est Elisha Scott Loomis, décédé en 1940, et avant son décès... Et d'ailleurs à son décès, il y a une deuxième édition du bouquin qui s'appelle The Pythagorean Proposition, donc en anglais évidemment, et il regroupe 370 démonstrations différentes du théorème de Pythagore. C'est vous dire si c'est monstrueux, célèbre, extrêmement connu, c'est quelque chose d'énorme. Alors le théorème de Pythagore, on va quand même un peu voir de quoi il s'agit. Donc il faut savoir que le théorème de Pythagore ne fonctionne que si le triangle est rectangle. Ici vous avez 4 triangles rectangles absolument de mesures différentes, sont tout à fait quelconques, sinon bien sûr leur angle droit. Et si on considère par exemple celui-ci comme le premier triangle, voilà, là vous avez en fait les mesures qui lui correspondent. Alors qu'est-ce donc que ces nombres? En fait, vous prenez chaque fois le plus grand des côtés du triangle, vous le savez, ça s'appelle l'hypoténuse. Ici c'est A1, A parce que premier triangle, et chaque fois A ce sera le plus grand côté, le moyen, on va dire, le deuxième par la taille, en bleu ce sera B, et le plus petit de nos trois côtés ce sera chaque fois C. Vous prenez donc la mesure qui est ici, le 6,87, vous l'élevez au carré, et donc ce nombre correspond à A au carré. Donc j'ai pris le carré du plus grand côté. Là, évidemment, vous avez
B au carré, qui est là. Et en vert, le plus petit, vous avez ici, là, C au carré. Voilà. Alors, ce qui est assez remarquable dans le théorème de Pythagore, puisque c'est ça qu'on va illustrer, c'est que si vous additionnez les carrés des deux plus petits côtés, donc B au carré, ceci, je peux le souligner en bleu si vous voulez, vous rajoutez le carré de 3,13, que voilà, devinez ce que vous obtenez, c'est absolument fabuleux, vous obtenez pile le carré du plus grand côté du triangle. Donc vous obtenez pile un carré. Ça plus ça égale ça. Bon, ici vous voyez que le programme travaille avec un grand niveau de précision. C'est pas, si vous faites le même exercice sur une feuille, chez vous, vous tracez un triangle, rectangle, hein, n'oubliez surtout pas, avec 3 côtés de longueur différentes pour ne pas tomber dans un cas particulier, donc évitez l'équerre Aristote, triangle rectangle isocèle. Vous allez vous tromper de, je sais pas moi, 3 à 4%, ça peut arriver. Ici, on a évidemment quelque chose de fort précis. Alors, si je prenais par exemple ce triangle-ci, là, beaucoup plus haut, donc c'est le numéro 3, voilà. Je ne vais pas les faire tous, parce que sinon la vidéo va être trop longue, et vous savez que je fais toujours entre 12 et 15 minutes. Donc le troisième, évidemment, il est là. Voilà, ça c'est le troisième. Donc on a comme d'habitude en rouge le côté A, l'hypoténuse, qui mesure 11,9 cm. Ça c'est un carré. Le carré de B, le carré de 11,38, le voilà. Là on a B au carré pour le triangle 3, et on a évidemment C au carré, donc le carré de 3,48 que voilà. C au carré est ici. Et là de nouveau, vous pouvez le faire à la calculatrice. Vous prenez les carrés des deux plus petits côtés, donc vous prenez B au carré, le bleu au carré, vous rajoutez à ça le plus petit, donc C au carré, et vous allez obtenir, vous verrez, vous pouvez le faire à la calculatrice, vous allez obtenir pile le carré du plus grand. Donc c'est ça le théorème de Pythagore, en fait, dans un triangle rectangle, c'est une relation métrique qui lie les mesures des 3 côtés, qui dit tout simplement que le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est ça le théorème de Pythagore. Voilà donc une autre petite illustration, c'est quelque chose que j'ai filmé au Palais des Sciences et de la Découverte, donc à Paris, en vue de préparer un voyage scolaire qui malheureusement a été annulé. C'est le voyage des 2e années sciences. Et donc en fait ici vous avez trois récipients. On va dire 3 qui sont tous évidemment carrés, ils ont la même épaisseur et ils sont chacun remplis d'un liquide vert. Vous remarquerez qu'il y a le plus grand des récipients est construit sur la base de l'hypoténuse du triangle rectangle, et vous avez aussi chaque fois un carré qui est construit sur chaque autre des côtés du triangle rectangle, l'angle droit étant là où j'ai le doigt, ici exactement. Donc vous allez voir ce qui va se passer. Au départ il faut savoir que donc tout le récipient carré et le récipient B carré sont remplis. Donc le carré qui est construit ici sur le petit côté et le moyen côté, ils sont tous les deux remplis. Et normalement, ça doit, voilà le mécanisme qui commence à fonctionner. Vous voyez, c'est tout simplement mis sur un axe hein, et ça tourne. Vous avez les deux récipients ici construits sur les carrés des deux plus petits côtés qui se vident petit à petit. Tout le liquide coule donc évidemment dans le plus grand des carrés. Voilà. Et on constate en fait que tout le liquide des deux plus petits carrés va remplir celui du grand carré. Alors donc voyons un peu ce qui se passe avec cette histoire de liquide qui descend d'un récipient à l'autre. Donc rappel, voilà le triangle rouge que vous avez vu dans la vidéo. Sur celui-ci, on construit un récipient d'une certaine épaisseur, d'une certaine hauteur que je vais appeler H. Ce qui veut dire forcément que le volume que peut contenir ce récipient, qui actuellement est d'ailleurs rempli de liquide vert, forcément c'est R de la base, donc c'est A au carré, vu que la base c'est un carré, hein, vous devez imaginer que vous voyez en fait les choses du dessus. Donc A fois A c'est la base, A carré, fois H pour l'épaisseur. Donc ça c'est le volume du carré construit sur l'hypoténuse. Alors si bien sûr ce côté-ci, comme tout à l'heure avec les triangles, ici ce côté-ci on l'appelle B, le volume que peut contenir ce récipient carré-ci, c'est de nouveau sa base, donc B fois B, B carré, fois l'épaisseur, toujours H, puisque l'épaisseur est chaque fois la même pour chaque récipient. Et bien sûr, quant au plus petit récipient,
donc celui qui est construit sur la longueur du côté C, le plus petit côté du triangle rectangle. De nouveau, on a bien sûr R de la base, donc C fois C, C carré, fois l'épaisseur, qui est évidemment toujours H. Alors on a constaté en regardant la vidéo que en fait tout le liquide est exactement le liquide de ce récipient permet d'aller remplir les deux autres récipients exactement. Enfin vous l'avez vu à l'envers, mais forcément vous vous doutez bien que si ça coule dans un sens, ça peut couler dans l'autre. Alors ça veut tout simplement dire dans ce cas-là que le volume que peut contenir le récipient là est égal tout simplement à la somme des deux autres. Donc on retrouve VA égale en fait VB plus VC. Alors ça c'est ce que nous a montré la vidéo. Si on traduit ça en langage mathématique, évidemment l'égalité devient VA c'est 1 carré la base fois H l'épaisseur, j'ai mis H comme hauteur évidemment. On peut évidemment faire ça aussi pour les deux autres. Donc vous retrouvez B carré fois H, ici, qui est le volume de ce récipient-ci, et de l'autre côté, C carré, voilà, fois H, qui est le volume de ce récipient-là. Vous vous doutez bien que c'est une égalité, on va évidemment diviser tout ça, l'intégrale, les deux membres, donc ce membre-ci, ce membre-là, qui est lui-même composé de deux termes, on va diviser par H, tout simplement. Absolument tout va être divisé par H. Étant donné que chaque partie est multipliée par H, évidemment, on va se retrouver avec A carré ici en dessous. B carré et C carré. On remet évidemment les signes, puisque c'est toujours une égalité, vu qu'on a tout divisé par le même nombre, et vous obtenez le théorème de Pythagore, à savoir que le carré de la mesure du plus grand côté, l'hypoténuse, est égal à la somme des mesures des carrés des deux autres côtés. Voilà une toute autre illustration, faite avec une petite animation, donc qui se trouve actuellement au Palais des Sciences et de l'Industrie à Paris, que j'ai pu avoir la chance de filmer récemment. Voilà, la prochaine vidéo ce sera la démonstration au sens vraiment mathématique, rigoureux et géométrique du théorème de Pythagore. J'espère que cette intro vous aura plu, elle est un peu plus originale que d'habitude. Et après cette démonstration, évidemment, les vidéos suivantes ce seront des séances d'exercice. Merci beaucoup, au revoir.